on fait ça tout ça en direct, hein, mais l'enregistrement nous permettra de remettre cette vidéo à disposition des abonnés et qui n'ont pas pu être présents ce soir. Donc, en 2 mots, simplement, une présentation rapide du cercle pour ceux qui ne le connaissent pas encore. On va commencer simplement par ce slide-là. Le cercle est né d'une idée qui est celle de concentrer, pour nous, managers de transition, l'essentiel de l'information sur le management de transition, l'essentiel des outils également qui existent pour être plus au contact des cabinets, des entreprises aussi en direct et avoir des outils pour être plus visible, comme indiqué ici, trouver des missions plus facilement, partager, réseauter, se former, s'informer. Voilà, je vous montre rapidement ce dont bénéficient les abonnés, les 21 services en bleu foncé qu'ils utilisent tous les jours, hein, les plus prisés étant évidemment l'annuaire des EMT, l'annuaire des partners et puis toutes les offres de mission qui sont publiées sur Internet, qui sont rassemblées ici sur le site du Cercle. Voilà, l'objectif du Cercle est de faciliter la vie des managers de transition avec tous les outils et toute l'information dont je vous parlais, et notamment aussi donc avec ces échanges avec les cabinets, les EMT, hein, comme on dit dans la profession. Donc je suis ravi qu'on puisse le faire aujourd'hui avec Valtus, et dans 3 semaines, nous le ferons avec Grégoire Cabri-Wilzer de Nîmes Europe, et d'autres suivront toutes les 3 semaines ou toutes les 2 semaines peut-être même, puisque nous avons un nombre important d'acteurs sur la place. Voilà. Je voulais simplement peut-être, avant de laisser la parole à Béatrice et à Yves, vous envoyer un petit sondage que je vous mets à l'écran. Merci à vous d'y répondre tout de suite. Comme ça, Béatrice et Yves sauront quelle est la population des 86 managers de transition présents ce soir. Vous l'avez, je pense, à l'écran. Vous pouvez répondre à ces questions-là. Dire si vous êtes jeune dans le métier ou plutôt senior, dire comment vous trouvez essentiellement vos missions, nous dire aussi si vous êtes référencé ou pas chez Valtus. Je pensais que ça pouvait intéresser, voilà. Et la plupart le sont. Et puis, je me suis permis une question que je poserai à tous les cabinets que nous accueillerons. Eh bien, quelle est la relation globale que vous avez avec Valtus? Comment vous la jugez? Comment vous jugez l'expérience client que vous avez depuis des années ou depuis quelques jours ou mois, peut-être pour certains, avec Valtus? Je ne vous ai pas prévenu, Yves et Béatrice, de cette question-là, mais… Oui, c'est très instructif, l'expérience client. On a même quelqu'un qui est dans l'équipe en charge de l'expérience client et de l'expérience manager. Absolument. Ô combien c'est important pour nous. Et puis, on a fait des enquêtes qualité à l'issue des missions, Oui. tant que des clients que des managers. D'accord. Le résultat de ces enquêtes participe à l'évaluation des associés. Donc, voilà. D'accord, on va laisser le… Assurément, on n'en doute pas. Voilà, on va laisser encore 30 secondes pour que le questionnaire soit vu et rempli par la plupart. Il y a déjà environ 30, 40, 50, 60 personnes. Les réponses sont-elles anonymes? Oui, les réponses sont anonymes de mémoire. Sur ce sondage-là, il y en a un autre en fin de réunion où vous pourrez choisir l'anonymat si vous voulez, mais qui va plus me concerner moi, vous allez voir. Vous pouvez choisir l'anonymat ou pas, on le verra. 77 ont répondu sur 86, ça fait 89%. Allez, encore un dernier, on sera à 90 et je mets fin au vote. Allez, on va mettre fin au vote immédiatement. Voilà, et vous avez normalement à l'écran, vous le voyez bien, le résultat du sondage? Alors, on voit que le début, que les premières questions là.
Ah oui, tout à fait. Combien de missions avez-vous réalisées? Donc, l'essentiel, on le voit quand même, c'est, allez, oui, plus de 3 missions, on va dire, hein, 25 et 18%, ça fait 43% des présents euh, qui ont réalisé plusieurs missions. On a quand même Ah, on voit pas. On n'a pas la vision. On voit pas, ouais, on voit pas le On partage. voit Ouais. rien. Ah oui, pardon, j'ai oublié d'appuyer sur le bon Ah, là, bouton. c'est mieux, ouais. Là, Voilà. c'est beaucoup mieux. Impeccable, c'est bon. Merci à vous. Voilà, on a quand même donc, allez, 30% ou 25-26% des participants qui débutent ou se renseignent et 43% qui ont fait plus de 3 missions. Très bien. Comment trouvez-vous habituellement tous là, vos missions pour ceux qui sont concernés? Eh bien, en majorité, c'est le point qui ressort via les entreprises de management de transition, les EMT, certains exclusivement même, on le voit. Vous voyez ma souris quand je la déplace ou pas? Non? Non. Non, bon, d'accord. Et puis, certains exclusivement ou en grande partie donc avec leur réseau. Super. 78% des répondants sont déjà chez vous, Béatrice et Yves, et 14 vont l'être bientôt. Et puis, alors, On voilà. espère, c'est pas certain. Non, c'est pas certain. Il y en aura peut-être moins à l'issue, hein, vous savez. C'est vrai. Présomptueux. Je pense pas. Et donc, la qualité d'expérience client, de la relation avec Valtus, parmi ceux qui sont concernés, bon, elle est globalement positive. Hein. S'il fallait multiplier tout ça par le nombre d'étoiles, on arriverait à plus que 3, évidemment. Oui, tout à fait. On arriverait à 3,5, voire 3,8 peut-être. Sur 10 ou sur… Non, 3,8 sur 5. Sur 5. Sur 5, ah oui, d'accord. Si on pondérait chacune des réponses, chacun des pourcentages par le nombre d'étoiles, bon, voilà. Bon, Allez, j'arrête le on sondage. est perfectible, c'est ça qui est… Absolument. Un challenge. Là, normalement, vous ne le voyez plus. Par contre, on va laisser la parole du coup à Yves et à Béatrice, pardon, qui vont nous présenter le numéro 1 européen du management de transition. Peut-être laisser Béatrice se présenter en 2 mots, et puis après… Tu coupes ton micro, s'il te plaît. Alors, bonjour, donc Béatrice de Cordoue. Alors, je suis chez Valtus depuis 2014. Ça va faire 7 ans au mois de juillet. Je crois qu'en même temps que toi, d'ailleurs, chose près. Donc, chez Valtus, je suis sur la partie vivier, ressources, connaissance du vivier des managers de transition, mais une dominante particulière, parce que chaque consultante a une dominante, sur les DRH, les directeurs juridiques, les directions de la communication, et également des métiers spécifiques à la banque et la finance. Voilà. Donc, pour connaître le vivier, et bien évidemment pour aider les associés à présenter aux associés les personnes de notre vivier qui correspondent aux missions qu'ils drainent. Avant d'arriver chez Valtus, j'ai un long passé, j'allais dire lourd, dans un cabinet de chasseurs de tête où j'ai commencé à travailler dans un cabinet de chasseurs de tête en 1994, après avoir travaillé comme assistante parlementaire au Sénat et avoir fait diverses choses auparavant, dont du juridique, puisque c'était ma formation initiale. Voilà, je laisse la parole à Yves. Vas-y, Yves. Ok, bon ben, ravi d'être avec vous. Il y a déjà quelques têtes familières, effectivement. On voit sur les 70% qui sont déjà référencés, il y a quelques noms connus. J'ai rejoint également Valtus en tant qu'associé maintenant en 2014, à l'instar de Béatrice. Et après, pour ma part, une carrière dans les ressources humaines où j'ai exercé pendant 20 ans dans différents groupes français et internationaux. Voilà, donc l'idée, et donc on verra, peut-être ça sera partie de vos questions, il n'y a pas de dominante chez Valtus pour les associés, ce qui fait que je ne peux pas vous dire que je suis plus industrie ou plus service. Voilà, parce que la seule dominante finalement fonctionnelle, elle est chez les talents de consultantes comme Béatrice. Alors, l'idée, effectivement, à l'invitation de François, on n'est pas là pour faire du prosélytisme valtusien.
je vais vous dire 2 mots de Valtus, mais c'est surtout de parler de ce métier qui nous passionne tous, et puis d'être le plus possible dans des questions-réponses, parce que vous devez déjà avoir un niveau de culture générale sur le métier, je pense, suffisamment important. Alors, pour la présentation, là, je fais comment, pour le coup, François? Parce que... Je peux peut-être la mettre en... Attends, bouge pas. La mettre en évidence. Pour cela, il faut... Mais j'ai un partage d'écran qui est... Non, c'est bon. Attends, je vais m'en sortir comme ça, en mettant en évidence ici. Voilà, il faut que j'ouvre la presse de Valtus. Ah, c'est une première, hein, donc il y a les petites imperfections du démarrage. Tac, tac, on y arrive. Je pense, ouais. Allez, on commence par ça, c'est ça? Ok, donc... Si vous pouvez juste essayer de... Ah oui, de la centrer. Voilà, de supprimer la colonne de gauche, qu'on ne voit que le document. Voilà, il faut Oui. mettre en... Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Comme ici. Pas bien doué, moi non plus, hein, je vous préviens. Masquer la barre latérale, je pense. Ou les vignettes, non, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est bon. Nickel. Normalement, un CTRL L permet de passer. Oh là, il y a un informaticien parmi nous. Donc, voilà, aujourd'hui, on parle effectivement plus du groupe Valtus d'ailleurs que de Valtus, puisque donc on est effectivement le leader en Europe, mais également le leader en France. Et en fait, Valtus s'internationalise de plus en plus. Et ça fait partie de notre ambition dans les années qui viennent. Aujourd'hui, vous voyez en rouge sur la diapo, là où Valtus est présent en propre, c'est-à-dire la France, bien évidemment, mais également l'Angleterre, où nous avons racheté fin 2018 un acteur anglais qui maintenant s'appelle Valtus UK. Et puis, avec nos 2 co-investisseurs que sont Société Générale Capital Partners et le fonds d'investissement Généo, nous avons fait l'acquisition fin 2020 du leader suédois et du leader finlandais du management de transition, donc un ensemble qui s'appelle Nordic Interim et qui nous a donc rejoints. Voilà. On est aussi, et c'est très important dans ce métier, au-delà de nos entités propres, nous sommes les membres fondateurs de Globalize. Et Globalize est le premier réseau mondial du management de transition que Valtus a co-créé il y a environ 5 ans et qui nous permet d'intervenir partout dans le monde pour nos clients. Voilà, donc là, c'est les membres en propre de Globalize. Il y a aussi, en Asie notamment, des membres qui sont affiliés à Globalize, mais qui ne sont pas membres Globalize. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut intervenir partout dans le monde avec la même rapidité qu'en France. Et ça, c'est vraiment un atout très important et distinctif sur ce marché parce que nos clients sont de plus en plus internationaux. Alors, s'agissant de l'équipe France, puisque si on rajoute maintenant l'international, nous sommes 22 associés et directeurs associés. Sur la France, c'est quand même une équipe de 15 développeurs commerciaux dont l'objectif est d'être des réseaux sur pattes et de connaître le maximum de gens sur la place de Paris et en province, de manière à être des pourvoyeurs de missions pour les managers de transition. L'un des partis pris fondateurs de Valtus, alors aujourd'hui, certains de nos confrères marchent sur nos pas, mais le trait de génie de notre président fondateur a été de dissocier la partie acquisition des talents, sourcing des managers et staffing de la partie développement commercial. Et donc, chez Valtus, vous avez 2 équipes très interdépendantes. Béatrice en est l'une des
brillante représentante. Donc, le pôle manager, c'est le sourcing des missions. C'est en 2020, à titre d'illustration, alors c'était une année assez exceptionnelle de ce point de vue-là, mais ça a été 2000 entretiens proactifs de mener avec des managers. Donc, une équipe de talents consultantes qui, elles, ont effectivement des dominantes fonctionnelles ou sectorielles et qui vont travailler très étroitement avec l'associé. C'est-à-dire que l'associé, lui, va se voir confier un brief par un client, va qualifier le brief en détail, va partager ce brief de manière électronique avec le pôle manager. Et là, il y a une talente consultante qui va travailler en collaboration et en binôme avec l'associé et qui va aller serrer dans le vivier les managers qui correspondent au brief. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça nous permet de démultiplier la force de frappe. Et puis, nous sommes très attachés à l'excellence opérationnelle, à la qualité, et on a une associée qui est dédiée à ça pour processer nos relations tant avec les managers qu'avec les clients ou en interne. Et ça nous vaut de passer l'application Veritas qui est indispensable à tous les membres de France Transition. Donc Valtus, et c'est un peu les seuls éléments qu'on va partager sur Valtus. Aujourd'hui, c'est 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. À titre d'illustration, Béatrice et moi, nous vous disions que nous étions arrivés en 2014. En 2014, Valtus, c'était 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on est passé de 17 à 70 en moins de 7 ans. C'est 7500 managers dans notre vivier. C'est sur la France, sur la France, sans préjudice donc de l'Angleterre et de la Scandinavie. C'est 450 managers en mission. Chiffre, à mon sens, très important, 60% de missions réalisées avec de nouveaux managers. C'est-à-dire que, donc là, pour donner un petit détail, vous avez un tiers de missions qui sont réalisées avec des managers qui ont déjà fait des missions avec Valtus, que je mettrai dans les multirécidivistes. Vous avez un tiers de missions qui sont réalisées par des managers qui ont déjà fait des missions, soit avec des confrères, soit par eux-mêmes. Et enfin, vous avez un tiers de primo-accédants. Donc, je pense qu'il faut se retirer de l'esprit que ce sont toujours les mêmes qui vont en mission. Ce n'est absolument pas le cas statistiquement. Et cette dynamique est notamment liée à la croissance que connaît le métier et qui exige de sempiternellement enrichir le vivier pour pouvoir répondre aux besoins croissants et de plus en plus diversifiés des clients. Après, l'ambition de Valtus et le positionnement de Valtus, c'est le premium. Et aujourd'hui, on a 40% de part de marché sur les fonctions CODIR. Et notre souhait et la tendance qui est la nôtre, c'est l'évangélisation du marché pour que de plus en plus de postes de COMEX soient concernés par le management de transition. Sur les 33% de missions internationales, il faut faire un peu de sémantique pour être d'une honnêteté intellectuelle irréprochable. Ça ne signifie pas que 33% des missions sont à l'international, ça signifie que vous avez 33% de missions qui sont pour certaines faites à l'étranger et pour d'autres dont les champs de responsabilité sont complètement internationaux. Ça peut être un patron des opérations basé en France, mais qui va superviser 24 usines dans le monde. Voilà. Donc ça, cette mission-là, bien qu'ayant lieu à Nanterre, par exemple, rentre dans les missions internationales. Voilà pour vous dire en quelques mots qui nous sommes. Après, je vais passer la parole à Béatrice pour vous parler de qui sont les managers de transition. Et ça, c'est à l'appui d'une étude que nous menons tous les 2 ans auprès d'un échantillon de plus de 800 managers de transition qui ne sont pas que des managers Valtus, loin s'en faut, qui ne travaillent pas que avec nous, et ce qui permet d'avoir un peu une image de
de qui vous êtes. Hop là. À mon tour. Alors, donc, tout s'est dévoilé en même temps. Normalement, il y a un petit teasing, mais bon, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, étant le 8 mars, c'est une journée tout à fait, j'allais dire, adéquate pour vous parler donc de la féminisation du métier du management de transition, qui est, on va dire, un petit peu plus mis à l'honneur d'ailleurs chez Valtus qu'ailleurs, parce que chez nous, il y a à peu près 25% des missions qui sont réalisées par des femmes. Vous voyez qu'on est encore très, très loin de l'équité. Mais voilà, donc de plus en plus de femmes accèdent au management de transition parce qu'elles sont de plus en plus présentes au quotidien et les choses ont encore, Dieu merci, j'allais dire, s'améliorer. Professionnalisation, vous voyez que de plus en plus de managers s'inscrivent dans la durée en mission de transition. Les durées que vous voyez là, ce n'est pas depuis combien de temps ils attendent une mission de transition, c'est depuis combien de temps ils font de la transition, hein, exclusivement. Voilà. Le chiffre est près de 50%. Donc, quand on y a goûté, eh ben, on continue. Ça sera donc, j'espère pour vous, le cas. Également, le lieu de résidence, une majorité des managers de transition habitent en région parisienne. Ça ne vous étonnera sans doute pas. Donc ensuite, le reste réparti sur la province et l'international. L'international, là, c'est sans compter encore les chiffres de nos filiales et des managers qu'elles peuvent avoir dans leur base. Vous avez à peu près, j'allais dire, à peu près la même répartition dans le sens des missions, c'est-à-dire que vous avez peut-être un peu moins 54% des missions qui ont lieu en Île-de-France et le reste des missions étant hors Île-de-France. L'âge moyen, on a dit rajeunissement, ce qui était le cas sur nos 2 dernières études. Là, il semblerait aujourd'hui qu'on reste à peu près dans cette moyenne, voilà, entre 50 et 55 ans. Donc, vous avez en gros un tiers, parce que les petits rectangles que vous voyez là sont des petits rectangles, j'allais dire, visuels, mais qui correspondent à la proportion. Donc, un tiers des managers moins de 50 ans, un tiers entre 50 et 55 et un tiers en plus de 55 ans. Voilà. On va passer à la slide suivante, si vous voulez bien. Bon, pour Valtus même, on vous a fait une petite comparaison entre l'émission, donc en bas, là, 2019, avec l'émission Le Podium, où vous aviez en 1 les DAF, ce qui est toujours le cas en 2020 d'ailleurs, en 2 les directeurs des opérations, ce qui est toujours le cas en 2020, en 3 nous avions les DG, et là il se trouve qu'en 2020, ce sont les DRH qui ont pris le pas, qui sont montés sur le podium. Ça peut s'expliquer sans doute sur les DG, puisque nous avons eu la crise du Covid, etc., avec les directions générales, qui sont notamment des missions de reprise d'entreprise. Ce n'était pas forcément le moment, ni la préoccupation des entreprises, qui était plutôt dans comment dirais-je, plutôt dans la sécurisation financière, la gestion des hommes et moins sur la reprise. Vous avez le camembert à côté que je ne vois pas sur mon écran, mais je vais voir sur mon papier, qui est assez représentatif de ce que fait l'étude de France Transition il n'y a pas très longtemps sur le style d'émission. Voilà, avec une grande majorité qui sont de la conduite du changement et de la conduite du projet et de la gestion de changement. Je ne vois pas, et là, je n'arrive pas à voir sur mon papier non plus, vous avez donc tout ce qui est crise et relais qui sont sur les côtés. C'est assez comparable à ce qu'on peut voir au sein de la fédération qui s'appelle maintenant France Transition, qui n'est plus la fédération tout à fait. Yves, je crois que c'est à toi maintenant. Voilà, donc après on va revenir peut-être sur la crise. Je vais peut-être en toucher 2 mots parce que effectivement, le métier, hein, il est né originellement justement de tout ce qui était retournement, crise, turnaround, voilà, où on travaille beaucoup avec les administrateurs judiciaires ou avec les fonds d'investissement. Donc là, il s'agit de renégocier la dette, de faire venir des nouveaux investisseurs, d'arbitrer sur des cessions partielles d'actifs ou de mettre en place des PSE. Comme le dit avec humour un de nos collègues qui est très spécialisé dans ce domaine-là, le PGE m'a tué. C'est clair que sur l'année 2020 et début 2021, vous avez tous lu la presse comme nous, grâce aux mesures de soutien du gouvernement, le nombre de faillites d'entreprises est au plus bas depuis 30 ans.
hein, avec moins 38% de faillites d'entreprises en 2020 versus 2019, donc liées au PGE, liées au report de charges, liées à l'activité partielle de longue durée. Bon, et ce qui fait que là, il y a toute une typologie de missions de crise qui ont été mis un peu sous le boisseau. On ne va pas dire que l'on espère que les entreprises se retrouvent de nouveau en difficulté, mais bon, je crois que c'est Euler Hermès qui annonçait 50 000 faillites en 2021. Bon, là, il y a eu le report à nouveau du PGE pendant 1 an. Bon, mais on peut spéculer malgré tout, malheureusement, qu'il y aura plus de défaillances d'entreprises et donc que cette partie de l'activité crise reviendra, je dirais, plus fortement qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bon, ce que montrent les études que nous pouvons mener, ce que montre aussi France Transition qui a diffusé un communiqué de presse fin de semaine dernière, c'est que les principaux agrégats qu'on a pu partager avec vous, moyenne d'âge, répartition femmes-hommes, etc., sont relativement stables d'année après année. Il y a un point sur lequel j'aimerais peut-être donner un éclairage, par contre, versus ce que vous disiez tout à l'heure suite au petit sondage, c'est qu'il y a aujourd'hui 65% des missions qui sont intermédiaires. Et ça, c'est un pourcentage qui a fortement cru, parce qu'en 2014, je crois qu'on est de l'ordre de 40% de missions intermédiaires. Ça veut dire, alors, il y a aussi une montée en puissance des EMT, puis ça ne vous aura pas échappé, une efflorescence du nombre d'acteurs. Voilà. Mais donc, et je pense que ce besoin d'intermédiation, il est aussi ressenti par un certain nombre de managers. Alors, la durée moyenne des missions, elle a aussi progressé légèrement. Hein. Alors, les statistiques de la fédération, on est très précisément sur 7 mois et un peu plus de 7 mois. Bon, les stats de Valtus sont, oui, c'est 7 mois et 7 jours en 2020. Voilà, bon. C'est entre 7 et 8 mois pour la durée moyenne des missions. Hein. Donc, avec des missions qui peuvent aller, alors parfois nous on fait une offre diagnostique, qui est une mission flash pour donner une photo à l'instant T d'une problématique. Par exemple, je veux mettre en place où j'ai lancé un projet de mise en place de SAP, j'ai mis 3 millions d'euros sur la table, je fais 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est quand même un enjeu assez important, et je patine un peu dans la choucroute, etc. Bon, là, l'idée, c'est de dire on va faire une mission diagnostique avec le client pendant 1 mois, avec un manager spécialisé sur le pilotage de projets informatiques pour lui dire quelle est l'étendue du mal. Est-ce que c'est vraiment dramatique et il faut quelqu'un qui puisse les accompagner pendant 6 mois, ou est-ce que finalement, avec un peu de méthodologie, l'équipe interne peut se réapproprier le projet. Donc là, c'est des missions qui durent 1 mois. Et puis, on a des missions qui, fort heureusement, dépassent parfois 24 mois. La mission, on va arriver à 36 mois de mission. Ça reste l'exception, mais globalement, voilà, les missions vont durer entre 4 mois et 12, 13, 14 mois. Bon. Et en 2020, force est de constater que du fait de la crise, les missions ont été plus fortement prolongées qu'elles ne l'ont été les années précédentes. Sur le marché du management de transition, alors je vous inviterai à regarder aussi ce que dit le communiqué de presse de France Transition. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des positionnements différents entre un Valtus qui a eu la chance d'avoir une très bonne résilience en 2020, puisqu'en 2020, notre chiffre d'affaires a augmenté par rapport à 2019. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'ensemble des acteurs dont le chiffre d'affaires a régressé de 20 à 25%. Donc il y a quelques très rares EMT dont le chiffre s'est consolidé ou a progressé, et pour une grande partie des acteurs, malheureusement, la crise a eu des effets néfastes. Donc, sur 2021, nous ne sommes pas, malgré tous ces talents, Béatrice, une Dame Irma, voilà, mais
c'est clair que le début de l'année 2021 est assez atone. Pas dire que ça soit l'euphorie et qu'il y ait l'émission qui tombe comme à Gravelotte. C'est pas non plus n'est pas effrayé, il n'y a pas mais c'est assez, on voit qu'il y a de l'attentisme lié, je pense aussi, à l'épée Damoclès du troisième confinement, il y aura pas. Voilà, ce qui fait que les processus de décision un peu plus longs que d'habitude. Voilà, c'est ce qu'on constate. Bon, ça, on en parlera après. Je pense que c'était juste pour vous parler de la Fondation Valtus, donc c'est un peu ce qui nous distingue aussi, c'est tout l'intérêt que l'on porte aux jeunes diplômés pour les aider à rentrer sur le marché du travail. Et Valtus a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Valtus et qui accompagne depuis 5 ans des jeunes, et on en est à la 30e promotion. Donc, comme le mot d'ordre de François était d'être court et surtout de privilégier l'interaction avec vous, je vous propose, si ça vous convient, de bombarder Béatrice de questions. Alors, vous avez certainement déjà mis des questions dans le chat. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Mais on va tenter à 90 la prise de parole ordonnée et voir dans quelle mesure on peut échanger tranquillement sans devoir écrire dans le chat. Donc, que les uns les autres prennent la parole quand ils le souhaitent. Qui veut poser la première question? Je vais le faire, c'est souvent comme ça d'ailleurs. Mais tu disais, Yves, que Valtus avait un chiffre d'affaires qui avait progressé en 2020, à l'inverse de bon nombre d'autres EMT. N'est-ce pas dû à la croissance à l'international? Vraiment, sur le marché français, en 2020, le chiffre d'affaires a cru? Oui, là c'est hors acquisition. OK. Hors acquisition. Oui, parce que là, ça serait trop facile. Oui, bien sûr. Non, là, on compare, ce qui est comparable, c'est l'activité de Valtus sur le marché français. Et comment tu expliques ça, du coup? Je dirais, le fait d'être leader, oui, ça aide. On avait un embarqué qui était très important. Et puis, on a eu beaucoup de prolongations de missions. Alors après, ça va dépendre des acteurs. Mais vous voyez, par exemple, moi, grosso modo, je pense que j'ai 90% des missions que je mène qui sont prolongées. Donc, oui. Option 1, les clients sont des mécènes, pas forcément l'exclure totalement. Ou option 2, les managers ont de l'impact et voilà. Souvent, ce que je dis aux clients, je dirais, voilà, essayer la transition, c'est l'adopter. Vous risquez, le plus grand risque que prend un client, c'est de développer une addiction compulsive. Voilà, c'est une fois que le manager est dans la place, qui fait bouger les lignes, eh bien, on voit que les missions sont prolongées des 6 mois en 6 mois. Donc, on a eu cette chance. Après, je pense qu'effectivement, on a bénéficié sans doute d'une inertie plus forte que d'autres acteurs de plus petite taille, sans doute. D'accord. J'ai bien une deuxième question, mais je vais laisser parler la salle. Qui veut prendre la parole là, parmi vous? François, tu veux prendre les premières questions qui sont dans le chat? C'est Georges Bonneau, là, pareil. Oui, bah écoute. Il y a des premières questions dans le chat. Tu veux les prendre? Vas-y, Olivier, j'ai pas venu regarder le chat encore, mais une autre qui me vient à l'esprit, Yves et Béatrice, on attend une reprise de ce marché en 2021. On l'espère, nous, managers de transition. C'est vrai que c'est dommage de s'en féliciter, mais on va le dire ainsi quand même. Mais comment, chez Valtus, vous préparez-vous à ça? Comment vous préparez-vous à cette croissance attendue? Alors, peut-être déjà deux points. Bon, qui n'étaient pas là en 2008. Hein, mes associés, qu'on appelle les associés historiques, étaient là en 2008, témoignent que Valtus a fait un bond en termes d'activité suite à la crise de 2008. Et notre conviction profonde, et j'ai eu le plaisir il n'y a pas très longtemps de faire un webinaire
peut-être quelques-uns l'ont-ils suivi, avec l'ancien conseiller social d'Édouard Philippe, Franck Morel, qui est intervenu auprès de clients et de managers. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver son intervention en ligne sur YouTube et sur le site de Valtus. Mais notre conviction profonde, c'est que la crise va renforcer encore l'attrait des clients pour notre modèle. Souvent, moi, je caricature le métier en disant que nous sommes des urgentistes du management. 95% des besoins des clients sont satisfaits en 8 jours. Et je pense que la crise, elle renforce encore l'attrait pour les clients de cette grande réactivité, d'avoir des managers capés pour gérer des situations compliquées. Voilà, au-delà de l'image d'Épinal du DRH qui a fait le PSE et qui va faire le 11e, on en fait des missions de ce type, bien évidemment. Mais là, par exemple, moi, j'ai des clients qui ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires. Bon, à 80% de perte de votre chiffre d'affaires, vous n'avez plus besoin du même DAF. Ce ne sont plus les mêmes compétences requises. Bon, donc, nous, notre conviction profonde, c'est que le métier, il va s'amplifier. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour anticiper ça? Eh bien, on n'a pas arrêté de recruter. Alors, on a anticipé, pour le coup, sans doute le rebond de l'activité crise en recrutant fin 2020 un nouveau directeur associé, Lionel Gouget, qui est un financier et qui était l'ancien DAF de 5 à Sec et qui est très roué à l'activité LBO et à la gestion de crise et au retournement. Donc, il connaît le CIRI et voilà, et donc qui va certainement rejoindre l'ARE comme l'est notre collègue Thierry Grimaud. Donc, voilà, nous, on a continué à recruter. On a fait aussi, pendant la crise, on a mis à profit certains flottements mars-avril pour cartographier, et ça c'est Béatrice et ses collègues qui ont contribué, cartographier les profils de managers adaptés aux situations, par exemple, de PSE. On a refait un passage en revue là-dessus. Il ne vous échappera pas que la crise, elle met beaucoup sous tension la supply chain et qu'il y a beaucoup de missions qui reviennent en supply chain. Voilà, donc l'idée a été voilà, de rebalayer de manière très ciblée notre base pour voilà, consolider nos viviers par typologie d'intervention, mais pas que la crise financière, mais voilà, tout ce qui peut être impacté par la crise sanitaire. Olivier, tu as repéré des questions? Je voudrais juste compléter, parce que c'est important pour vous. Chaque consultant de chez Valtus a un agenda qui est prédéterminé sur lequel il est noté 6 entretiens par semaine. Donc, chaque consultante doit rencontrer, alors en visio ou au téléphone maintenant, malheureusement, 7 nouveaux managers de transition, sans parler de des entretiens, ce qu'on appelle le suivi, qui sont beaucoup plus courts, qui sont des managers qu'on réinterviewe parce qu'ils ont fait une mission entre-temps et qu'on voudrait savoir où ils en sont, où ils ont évolué. Et là, pendant la période qui a été un peu plus, on va dire, contractée, nous avons ajouté un certain nombre d'entretiens. Donc, nous sommes passés de 6 entretiens par semaine à 8, 9 entretiens par semaine pour pouvoir mieux connaître la base, l'enrichir, faire signer à des gens sur des job boards pour les faire venir et se préparer à toutes les compétences dont nous aurons besoin, crise ou pas, pour la suite. Voilà. OK. Olivier, alors, François, il y avait une question sur la répartition des missions par secteur. Il y a pas mal de questions, hein, mais celle-ci me semble assez intéressante. Est-ce que chez Valtus, vous avez, j'imagine, des données sur ce sujet? Alors, industrie, service, mais plus large, peut-être plus de détails. Alors, là-dessus, les chiffres sont à peu près similaires entre Valtus et France Transition. Bon, il faut dire que Valtus représente une grande partie de France Transition, mais nécessairement, ça infléchit un peu les chiffres. Mais l'industrie reste quand même un très gros pourvoyeur de missions. Et c'est à peu près 50% de l'activité.
après l'industrie sous toutes ses déclinaisons. Ce n'est pas uniquement les métiers de patron du AP, de responsable ou directeur de prod, ou directeur d'usine, ou directeur industriel. Hein. Ça peut être le spécialiste SNOP en logistique, ça peut être le patron qualité, etc. Donc l'industrie, très gros pourvoyeur. Après, on va retrouver les services, la distribution, qui est une activité qui grandit, et qui est en pleine transformation. Enfin, voilà, vous le savez aussi bien que moi en lisant la presse. Et puis, on va retrouver la santé et les nouvelles technos. C'est clair que la santé se porte plutôt bien. Moi, j'ai la chance d'avoir quelques clients dans l'industrie pharmaceutique. Voilà, c'est plutôt une industrie prospère aujourd'hui. Voilà, donc industrie, services, distri, santé et nouvelles techno. Voilà la répartition. Décroissante. Merci. Il y avait aussi une question, François et Yves et Béatrice, sur les missions, si je comprends bien, de DC, mais de directeur commercial, Georges. Est-ce que c'est quelque chose que, Oui, voilà, c'est ça. que vous voyez? C'était bien ça, d'accord. Est-ce que la direction commerciale devient aussi un sujet en transition, ou est-ce que, pour des raisons que vous allez nous expliquer, ça reste encore marginal? Alors moi, je vais répondre là, de plus en plus, pour vous donner, pour l'illustrer, il y a peut-être encore 2 ou 3 ans, j'avais dans le giron de mes dominantes la direction commerciale. Et on me l'a enlevé, non pas parce que je n'aimais pas les directeurs commerciaux, mais c'est parce que les missions devenaient de plus en plus nombreuses et que je n'avais pas assez de disponibilité pour les traiter. Donc, elles ont été confiées à une consultante qui est venue, Ursula, qui s'occupe de la supply chain et des directions commerciales, et qui est de plus en plus sollicitée par les associés sur des missions de direction commerciale. Pendant longtemps, c'est vrai que ça a été un parent relativement pauvre, au même titre que la direction de la marketing, que la direction juridique, que la direction de la communication. Mais là, très nettement, depuis 2 ans, on voit beaucoup plus de direction commerciale. Alors, c'est toujours compliqué, une direction commerciale en mission, parce que le client a toujours envie qu'on connaisse son marché, les grands acteurs, les modes de distribution. Et en même temps, il ne faut pas non plus… Il y a quand même une certaine forme de besoin de confidentialité, parce qu'il n'a pas envie de dévoiler à des gens qui éventuellement après… Voilà. Mais il y a de plus en plus de directions commerciales qui peuvent être des missions de réorganisation de réseau, de création de réseau, de transformation dans des organisations qui sont plus en silo et qui vont avoir une organisation matricielle avec des équipes qui, du coup, vont avoir besoin d'être formées sur d'autres façons de travailler et qui vont, voilà, plus monoproduits, mais peut-être plus services, moins… voilà. Donc, il y a de plus en plus de missions de direction commerciale. Jean-Michel Hua avait une question sur les prix. Là, Jean-Michel, tu peux la… Oui, bonsoir. Ma question était très simplement, dans la conjoncture actuelle, est-ce que vous constatez une pression sur les prix? Je vais pas faire une réponse de Normand, mais pas pour le moment. Après, bon, je pense que sur le prix, moi souvent l'argument que je donne, parce que bon, le prix moyen chez Valtus, prix client moyen, c'est 1500 sur 450 missions. Hein. Donc grosso modo, ça va de 1000 à 4000 euros jour. Bon, alors 4000 euros jour, ça reste l'exception. Hein. Mais grosso modo, le prix client, il va plutôt osciller entre les 1200, les 1700, 1800 euros. Et là-dessus, vous n'avez pas posé la question, mais je vais vous donner la réponse, avec une répartition de la valeur qui est grosso modo 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers pour le manager, je vous rassure, et 1 tiers pour Valtus. Globalement, c'est comme ça dans la profession. Enfin, il n'y a pas plus chez Valtus qu'ailleurs. Lorsqu'on s'adresse au SBF 120, à 1500 euros au jour, prix moyen, je ne veux pas dire qu'on les fait rire, mais quasi. Parce que c'est des gens qui sont habitués à travailler avec des cabinets de conseil. Et là, on est vraiment l'EasyJet du conseil. À 1500 euros jour, rien à voir avec des tarifs à 4000, 7000 euros jour
que pratiquent certains cabinets. Et à ce prix-là, à 1 500 € au jour, vous l'avez vu dans les stats, vous avez un manager de 55 ans de moyenne d'âge. Voilà. C'est vrai que la PME en province, il faut montrer le payback, quoi, parce qu'elle est le plus proche d'utiliser son expert comptable, mais bon, elle a rarement affaire au grand nom du conseil. Donc là, il y a vraiment… voilà, moi j'ai fait, je vous évoquais tout à l'heure en filigrane une grosse PMI qui avait un problème de système d'information, qui mettait 3 millions € sur la table, le truc partait en sucette. C'est un client que j'ai évangélisé le 22 décembre au pied du sapin de Noël. Bon. Et quand j'ai été mis en relation avec ce dirigeant, il m'a expliqué qu'il n'avait jamais recours au management de transition et que c'était bien trop cher. Bon, il était ravi de faire ma connaissance, très sympathique. Bon, et j'ai fait avec lui ce que je fais avec vous, c'est-à-dire que je n'ai pas parlé de Valtus. Moi, je ne fais jamais de prosélytisme valtusien. Une fois que j'ai été leader, terminé, ce n'était pas le sujet, je lui ai donné plein d'exemples de missions. Quand j'ai évoqué la typologie de missions sur les projets informatiques, etc., là, j'ai senti que j'avais appuyé là où ça faisait mal. Et que le gars, à titre personnel, en tant que dirigeant, c'est lui qui est en charge de ce projet. Le projet ne va pas bien, donc à certains égards, mais peut-être un peu en délicatesse. Et là, ça c'était le 22 décembre, le 24 décembre, à midi, je lui présentais une manageuse qui venait de terminer une mission identique à l'autre bout de la France pour un autre de mes clients. Le 24 décembre, après-midi, il signait le contrat, il n'a même pas discuté de tarif. Et la manageuse a commencé le 5 janvier. Voilà. Alors, je dis que c'est l'esprit de Noël, mais on lui a trouvé tout de suite, en l'espace de 2 jours, la manageuse idoine qui sait relever le défi. Voilà. Et c'est là où j'ai proposé d'abord, dans un premier temps, de faire un diagnostic. Donc alors qu'au début, il m'avait exprimé un besoin de mission de 6 mois. Je lui ai dit non, on fait d'abord un diagnostic. Comme ça, on voit ce qu'il en est, on voit la posologie. Et soit il faut 6 mois, et d'ailleurs, c'est sans doute pas la manageuse que je vous mets, qui habite à l'autre bout de la France, qui fera les 6 mois de mission, donc je vous mets à l'aise, soit votre équipe, c'est la propriétaire. Ça, je pense que l'aspect tarifaire, effectivement, je pense qu'il y a toujours des clients qui instrumentalisent, etc. Mais au bout du bout, voilà, la valeur des managers, elle ne baisse pas. Enfin, vous allez peut-être faire un petit ajustement, mais je pense qu'il ne faut pas non plus s'attendre à un écrasement des prix managers. Parce que de toute façon, le prix que Valtus fait, il est en fonction du prix d'achat du manager. Bon, voilà. Donc, on verra peut-être que fin 2021, je vous dirai, on s'est fait ratiboiser, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'autres questions sur la partie tarifaire? Alors, j'avais une question, François, aussi sur la répartition qui était apparue tout à l'heure entre Paris et la province. Alors, je crois qu'il y avait l'information, elle était plus sur le lieu de résidence des managers. Mais effectivement, si on dit que le management de transition adresse quand même aussi beaucoup les ETI, ce n'est pas simplement pour les grands groupes, au contraire. On imagine qu'il y a quand même du business en province, donc qu'en est-il? C'est un peu, effectivement, c'est ce que disait Béatrice. Enfin, le chiffre pour moi, c'est 60% des managers résident en Île-de-France, mais à peu près 60% des missions sont réalisées en province. Loin d'être un métier cantonné à la région parisienne. Donc, il faut accepter l'augure, de toute façon, du célibat géographique la semaine, parce qu'une grande partie de notre clientèle, vous l'avez évoqué, ce sont des ETI, des PME, des PMI. Donc, je ne dis pas qu'il n'y en ait pas en Île-de-France, mais enfin, quand même, on passe de l'industrie, on est rarement dans le centre des métropoles. Donc, voilà, il y a beaucoup de missions qui se font en province. Et donc là, chez Valtus, vous avez des petits tanks quechua, des petits réchauds Valtus, et puis cette année, 2021, des kits déshydratés bio pour accompagner les managers dans leur… Mais c'est vrai que là, on voit bien, pour les managers, c'est plus compliqué. Là, j'ai commencé une mission la semaine dernière au fin fond de la Bourgogne. Bon,
voilà, vous êtes dans un hôtel où tous les soirs, vous avez votre… c'est pas le kit déshydraté bio, mais c'est le petit panier garni de l'hôtel. Bon, bah, voilà, quand vous y passez 3 mois ou 4 mois, actuellement, c'est un peu dur. Voilà. Mais effectivement, la province est un très gros pourvoyeur de missions. Alors, chez Valtus, on a fait le choix de ne pas avoir d'implantation en province, alors qu'on a des confrères qui font un choix inverse. Bon, nous, ça ne nous empêche pas de faire des missions en province. Et puis, notre conviction profonde, j'évoquais cette manageuse qui fait le tour de la France, enfin qui est à l'autre bout de la France et qui correspond aux besoins du client, c'est que dès lors qu'on est sur un positionnement premium qui est le nôtre, le bon manager de transition, si la mission est à Nantes, la probabilité que le bon manager qui soit disponible à l'instant T, qui ait les hard skills, les soft skills, qui soit au bon prix jour et dispo immédiatement, la probabilité qu'il soit dans un rayon de 50 bornes ou 100 bornes autour de Nantes, elle est faible. Et que le bon manager, il vient peut-être de Lille ou il vient peut-être de Strasbourg. Donc, le fait d'être implanté à Nantes, ça peut aider pour la prospection commerciale peut-être, mais je pense qu'en termes de manager, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Et surtout, oui, Béatrice dit, avec le télétravail, alors c'est vrai qu'une des singularités, alors c'est vrai que ça nous a surpris, enfin, je veux dire, très honnêtement, quand le confinement a commencé début mars, je peux vous dire qu'on avait les chocottes quasi, et on s'est dit, mais ça va s'effondrer, on va avoir plein de missions annulées. Et à 2 ou 3 exceptions près, et franchement, très marginales, ça n'a pas été le cas. Et il y a des missions qui ont même, on a signé un assez grand nombre de missions qui ont commencé en télétravail, qui se sont poursuivies en télétravail, qui ont été reconduites en télétravail. Alors, peut-être parce que elles étaient faites en télétravail qu'elles ont été reconduites, hein, parce que finalement, il y a certains managers qui n'ont jamais vu leur client, enfin notre client en chair et en os. Hein. Voilà. Mais ça aussi, c'est quand même un des apprentissages qu'on aura fait de cette année, c'est qu'on a eu la capacité de vendre des missions finalement 100% en remote et qui se sont pour autant très bien déroulées. C'est la question en effet d'Éric Scoffier, là c'est compliqué en effet d'intégrer un codir 100% en télétravail. C'est quelque chose que vous avez fait par exemple chez Valtus là? Oui, c'est des missions qu'on a réalisées 100% en télétravail, mais avec, vous voyez, moi je l'ai fait avec une cliente qui elle-même, finalement, elle est arrivée au mois d'avril, je crois. Hormis une fois, elle est allée chercher son package, son PC, etc. Mais dirigeante d'un groupe où elle ne va jamais. Voilà. J'ai un petit exemple. Bon, on va… Allez-y. On ne va pas vous dire que ça s'est passé forcément toujours très, très, très facilement au début. J'ai l'exemple d'un DRH qui est arrivé en plein confinement pour mettre en place toutes les mesures, etc. Et son premier CSE, il l'a fait en Zoom ou en Teams. Et il avait autour de lui masqué, sans voir les visages, parce que les gens avaient fermé leur caméra. Tous les représentants, tous les élus, il ne les connaissait pas, il ne savait pas qui c'était. Il a eu quand même vécu un grand moment de solitude. Et ça a fini par fonctionner. Donc, on y arrive, voilà, avec les moyens du bord. Absolument. Et BH, je ne sais pas si on pense au même, mais si c'est la mission que j'ai réalisée, là, on a fait un PSE 100% en télétravail. Et ce qu'a dit le manager, ce qui était plutôt marrant, c'est qu'il m'a dit, bah, écoute, tu vois, c'est pas facile parce que le jeu d'acteurs, les partenaires sociaux, à l'instar de ce qu'on fait là ensemble, les gens pouvaient, hormis par texto, les partenaires sociaux entre eux, communiquer peu finalement. Et qu'il avait plus de mal à percevoir finalement le body language de ses interlocuteurs, mais il dit la vertu, c'est que je ne me suis pas fait séquestrer cette fois-ci. Voilà. Et pour autant, voilà, il a réussi à mettre en place le PSE. Voilà. Bon, après, toutes les missions qui sont dans l'industrie, et vous l'avez compris, on fait quand même beaucoup d'activités dans l'industrie. Et voilà, certaines têtes, visages qui me sont familiers de gens avec qui j'ai pu m'entretenir, qui sont là. Bon, dans l'industrie, voilà, c'est 100% télétravail, enfin 100% pardon, présentiel, excusez-moi.
On avait une question de Jean-Marie, alors je n'ai pas le nom de famille, mais à propos du temps partiel. Est-ce que dans le management de transition, y a-t-il du temps partiel? Et si oui, dans quelle proportion? Voilà. Est-ce que vous faites ce type de mission? Je vais répondre en partie parce que on est plus là sur une stratégie. Sur une stratégie. Quelques missions sont en temps partiel. C'est vraiment pas la majorité chez Valtus. Et quand elles sont en temps partiel, ça peut être généralement du 4 jours par semaine. Voilà. Pour des raisons de budget, quelquefois des entreprises, parce que quand vous avez et de taille d'entreprise, quand vous avez besoin de structurer une fonction, d'organiser, de mener un projet, vous avez une structure moyenne et que vous avez un manager bien dimensionné, quand vous avez besoin d'accompagner quelqu'un à prendre son poste de coacher, la présence du manager de transition sur place, sur site, n'est pas requise et serait même d'une certaine manière contre-productive s'il doit coacher et mettre en selle quelqu'un qui prend nouvellement sa fonction. Il est rare qu'on soit en dessous de 3 jours par semaine. Et quand je dis 3 jours par semaine, je ne suis pas bien sûr qu'on est s'il y en a plus que sur les doigts d'une main dans l'année. Je laisse Yves me corriger. C'est clair. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit dire aux clients, expliquer aux clients, parce que parfois les clients disent bah, tiens, ce serait bien si c'était une mission 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine. Encore une fois, je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais effectivement, c'est très rare. Et pour la simple et bonne raison, alors souvent les managers qui acceptent de le faire sont souvent des managers seniors, si j'ose dire, sans indécence aucune, mais qui n'ont plus d'enjeu financier. Parce qu'autrement, le manager allait renoncer à 50% de sa REM. Et si vous faites votre mission à Marseille, la probabilité que vous retrouviez 2 jours ou 2 jours et demi dans un périmètre géographique accessible, elle est nulle. Donc finalement, accepter de faire une mission à temps partiel, c'est accepter de baisser sa rémunération. Donc effectivement, parfois, certains managers font du 4/5e. Je pense à une manageuse que je connais bien, qui est châtelaine, qui fait ses chambres d'hôtes, et finalement, elle, ça l'arrange bien, voilà, puisque ça lui permet d'accueillir ses hôtes le vendredi, etc. Bon. Et elle a notamment choisi ce métier pour ça. C'est-à-dire qu'elle a même démissionné d'un des plus grands groupes français pour faire du management de transition, parce qu'elle voulait, je dirais, s'offrir le luxe de pouvoir travailler à 4/5e. Elle est très bien, elle est très, très bonne performeuse, et elle fait toutes ses missions. Et finalement, le client, il trouve son bénéfice, et elle bosse autant, finalement, que si elle faisait un temps plein. Et il y a peu de missions à temps partiel. Voilà, je pense que c'est un des enseignements. Alors peut-être que ça évoluera, mais pour l'instant, c'est portion qu'on veut. Quel conseil on pourrait donner en ce moment aux managers de transition qui, pour bon nombre, rongent un peu leurs freins, et notamment aux primo-accédants? Là, c'est une question de Marc-Henri Mignon. Qu'est-ce qu'un primo-accédant peut faire aujourd'hui pour être visible voilà. Bon, alors chez Valtus, c'est le référencement, donc il faut s'inscrire, voilà, mais ça, j'imagine que c'est fait. Après, pour moi, le conseil... Alors après, on a chacun des pratiques différentes. Pour ceux qui sont passés par mes fourches codines et sous ma férule, ils savent quel est mon degré d'exigence. Mais pour moi, la chose primordiale, c'est qu'il faut déjà avoir un pitch de présentation structuré, construit. Ça doit être un joyau. Et ça, pour moi, ça s'écrit, ça se teste, ça se rôde. Et quand moi, je commence tous mes entretiens avec les managers en leur demandant de se présenter en 3 minutes. Alors, je sais que c'est très obsessionnel, mais le manager qui ne sait pas faire ça, il faut qu'il apprenne. Parce que, voilà, donc ça, et force est de constater que tout le monde ne sait pas le faire. Et je ne dis pas que l'exercice soit facile à faire. Pour moi, c'est la première chose. Après, nous, on insiste beaucoup sur la préparation des entretiens. Donc moi, je demande, alors je sais que c'est du temps, c'est de l'investissement qui n'est pas toujours, malheureusement, payé de retour, on a conscience, hein, mais moi, un manager qui ne part pas, moi, quand je vois un manager, je lui explique, j'essaye de lui transmettre tout ce que je sais de la mission. Et si la mission, c'est bienvenue en enfer, je lui dis c'est bienvenue en enfer. Et là,
on a gagné avec Béatrice une mission pour faire un PSE, et c'est assez musclé, hein, parce qu'ils ont passé tous les bureaux de la direction à la neige carbonique. Ils font des montages porno avec les membres du comité de direction, donc c'est chaud devant, si j'ose dire. Bon. Donc je ne lui ai pas dit, écoutez, c'est le Club Med, voilà. Donc je lui ai dit, écoutez, c'est l'enfer. Et donc je lui ai dit, maintenant, il faut. Qu'est-ce qui fait que vous êtes préparé à l'enfer? Qu'est-ce qui fait dans votre expérience passée que vous êtes adapté à ça? Donc moi, les managers, je leur consacre du temps pour leur expliquer le contexte de la mission, répondre à leurs questions lorsque je suis capable de le faire, et après, je leur demande un travail préparatoire. Alors, il y a des managers qui me disent, ah, mais Yves, je n'ai pas le temps, etc. Mais je dis, c'est pas grave, comme ça, je ne vous présenterai pas, on va tous gagner du temps. Donc ça, et ce travail préparatoire, là aussi, c'est exigeant, ça demande de l'investissement, mais c'est, à mon sens, un avantage pour faciliter pour l'EMT la présentation, la valorisation du manager auprès du client. Donc ça, moi, c'est une pratique que j'ai depuis 7 ans que je fais ce métier, et force est de constater que c'est payant et que ça permet aussi d'être dans l'interaction avec le manager, parce qu'il y a des managers qui comprennent bien le travail préparatoire, etc. Donc, je pense être manager de transition, c'est un vrai métier, il faut avoir un bon marketing personnel. Je vous dévoile un secret qui n'en est pas un, mais pour moi, quand on fait un entretien avec un client, le secret de l'entretien, c'est de le transformer en réunion de travail. Si vous en êtes là à des considérations mondaines, à faire du name dropping, ou faire état de vos faits de guerre d'il y a 17 ans, on n'en a rien à faire. Et ça, voilà, il faut s'aguerrir, il faut préparer, c'est comme tout. Mais et souvent, enfin, pour moi, c'est réussi lorsque le manager en sait plus sur l'entreprise que moi. Vous voyez, moi, j'ai des clients avec qui je bosse depuis longtemps, mais quand je vois un manager qui a pris le temps d'aller faire des recherches précises sur un contexte, etc., je ne vais pas dire que c'est gagné, mais voilà, ça ne s'improvise pas, ce n'est pas du tourisme. Enfin, voilà, pour moi, il faut s'investir. Il y a de l'avant-vente à mort. Voilà. Il y a Olivier Voisin qui nous dit que le guide de préparation est assez remarquable chez Valtus, la préparation aux entretiens, et Marie-Jeanne Augendre qui rebondit en disant, mais est-ce qu'il est en ligne, ce guide? Est-ce qu'il est disponible? Il n'est pas disponible, non. Ah. Non, mais de même que chez Valtus, on a aussi, pour le primo-accédant, celui qui n'a jamais fait de mission, ou qui a fait des missions et qui s'est commis avec des confrères, ça peut arriver, il est parfait. Bon. Là, on va faire un brief démarrage. C'est-à-dire que la posture du manager de transition, ce n'est pas la posture du dirigeant qui rentre dans une entreprise. On attend de vous autre chose. Et donc là, on se digitalise, pardonnez-moi, de plus en plus, et puis finalement, heureusement qu'on avait pris un peu d'avance parce que le confinement nous a rattrapés, mais tout était déjà prêt. On a un module de formation qui se fait pour partie en distanciel à travers une appli sur votre iPhone et avec de l'accès à de la documentation. Et puis après, vous avez notre collègue donc Delphine Barentin qui est en charge de l'excellence opérationnelle, qui fait un Teams avec vous pour vous expliquer quels sont les facteurs clés de succès d'une mission, quels sont les écueils pendant une mission. Et ça, c'est important avant d'arriver chez le client. Et puis après, en tout cas chez Valtus, vous êtes suivi tout au long de la mission par l'associé. Parce que ce qui nous importe, ce n'est pas de mettre qui Christian, qui Sébastien, qui Georges, qui Hervé, qui Jérôme. C'est pas très féminin ce soir, en tout cas pas sur cette partie de l'écran. Élise, autour du coup du client. Ce qui est important, c'est que la mission, elle soit réussie. Et peut-être cette digression sans indiscrétion aucune, mais Valtus, c'est aussi un partnership, c'est-à-dire que tous les associés, même les collaborateurs, puisque c'est le cas sans trahir et sans laouter de Béatrice, on est actionnaire de l'entreprise. Et ça, je peux vous dire que moi, qui étais un simple DRH salarié dans des grands groupes, quand vous avez investi dans l'entreprise, ça vous change quand même très substantiellement le rapport à l'entreprise et au service que vous rendez aux clients. Et pour moi, la réputation, la crédibilité de Valtus, elle vaut plus cher que de faire une mission. Et donc là, c'est pour ça qu'on est quand même très sélectif dans les managers qu'on présente aux clients.
Donc, sauf coup de théâtre, mais moi, j'en présente entre 1, 2, rarement 3. Hein, voilà. Et après, on suit les missions, on fait des points tripartites, client, manager et associé ou directeur associé, pour s'assurer qu'on est bien au rendez-vous des attentes de la mission. Alors, moi, quand j'ai 90% de missions prolongées, je me dis que ça doit faire le job et que voilà, ça aide aussi. Après, ces points de suivi de mission, quand vous faites une mission de patron de prod, alors que le N+1, c'est le directeur d'usine et que tout ce beau monde se voit toute la sainte journée, les points sont sans doute moins importants, moins d'impact que, je sais pas, un directeur d'usine qui rapporte à un directeur industriel qui gère 15 usines. Bon. Mais là, à un moment donné, on se met sur pause, on met le pied sur le ballon, on prend de la hauteur et on se dit, OK, par rapport à tous les enjeux qu'on s'était fixés il y a 4 mois ou 5 mois ou 6 mois, où est-ce qu'on en est, point par point. Voilà. Donc ça, c'est fait aussi pour aider le primo-accédant et globalement le manager à être dans la réussite. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Allez-y, posez vos questions, il nous reste un quart d'heure. J'ai bien compris que la question, c'était pour les managers qui sont inscrits dans des viviers de cabinets d'entreprise de management de transition et qui trépignent en attendant un appel. J'ai bien compris que c'était là un peu la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut… Bon. Malheureusement, en dehors de travailler votre visibilité, en effet, d'apprendre à faire votre pitch 3 minutes du mieux possible, tout en gardant une souplesse, hein, pas pour sortir un petit truc appris tout par cœur, sans qu'il y ait d'âme, sans qu'il y ait de tripes dedans, parce que là, ça aurait manqué aussi votre effet. Bon, perfectionnez votre anglais quand vous pouvez le perfectionner, éventuellement suivre la formation de l'Institut de formation du management de transition. Il n'y a pas de recette miracle. Non, mais Après, non, mais je vous en prie. Après, il faut constater qu'il y a encore, malheureusement, des managers qui n'ont pas des CV super détaillés. Voilà. Et donc, parfois, voilà, on peut avoir 2 CV différents. Voilà. Quand vous avez un CV qui est éthique au sens de Maigrichon où il n'y a plus rien, bon, voilà. Et puis, la cohérence, je donne des évidences, mais la cohérence et l'honnêteté entre le CV et le profil LinkedIn. Combien de fois on voit des dates qui peuvent être différentes, ça ne va pas. C'est pas… Moi, j'ai 2 questions en tant que primo-accédant. Dans quelle mesure, elle va être un peu provocatrice, ma question. Dans quelle mesure vous n'auriez pas tendance, vous, à n'essayer de travailler qu'avec des gens que vous avez déjà expérimentés sur des missions? Je veux dire, avec un primo-accédant, vous prenez un risque parce que vous ne savez pas réellement ce qu'il vaut, même si tout se passe bien sur le pitch de rendez-vous client, avant de l'avoir testé en in situ. Donc, quelle chance on peut avoir d'être contacté, d'être mis sur les opportunités? Alors, statistiquement, j'ai répondu à votre question tout à l'heure, 33% de chance. En sens que 33% des missions sont faites avec des nouveaux managers qui n'ont jamais fait de mission. D'accord. Déjà là, vous voyez qu'il y a un tiers. Voilà. Mais ce n'était pas narquois, hein, c'était juste… Non, mais pas du tout. Et après, Béatrice va donner… Une seconde. Et vous imaginez bien que quand je vous ai décrit nos agendas, nous avons toutes les 7 consultants de chez Valtus, 7 entretiens par semaine dédiés à rencontrer de nouveaux managers de transition, à enrichir notre base de données. Ce n'est pas pour la beauté du geste, c'est bien parce que nous en avons besoin. Voilà, sinon, on serait, je veux dire, payé à rien faire. C'est idiot ce que je dis. Mais l'idée, voilà. Mais si on le fait, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas juste pour vous montrer Valtus, c'est parce qu'on sait qu'on a besoin de vous de nouveau. Pourquoi? Parce que ceux que nous connaissons ne sont pas toujours disponibles au moment où nous en avons besoin. S'ils sont disponibles, ils ne sont peut-être pas mobiles à l'endroit où on veut les envoyer pour des raisons personnelles et parce que nous avons des métiers, des sujets qui sont de plus en plus variés, complexes, voire techniques. Et donc, on a besoin d'un grand panel de managers de transition dans notre base. D'accord. Et la deuxième question que j'avais, parce que dans le recrutement classique, on constate que c'est beaucoup du clonage.
Il y a quelqu'un qui vient de l'automobile, on va le mettre que sur du poste dans l'automobile. Moi, je viens de l'agro. J'ai beaucoup de mal à arriver à changer de secteur dans l'agro. Est-ce que vous avez cette perméabilité d'un secteur à l'autre Alors, est-ce que c'est vraiment étanche? l'agro, bienvenue à la maison parce que on en cherche tout le temps. Bon, donc déjà, soyez rassérénés sur l'agro, l'industrie agroalimentaire est assez grosse consommatrice de notre métier. Et après, ce que vous soulignez, Christophe, est tout à fait vrai. Enfin, à l'inverse, c'est-à-dire que en transition, il y a moins de prégnance sectorielle qu'en recrutement. Pour illustrer ce que vous dites, moi, quand j'étais DRH chez Veolia de l'activité assainissement, on était le plus gros acteur d'assainissement en France, mais mes présidents me disaient « Ah, Naïve, il faut que tu nous trouves un spécialiste de l'assainissement. » Voilà. Bon, bref. En transition, ce qui va primer, c'est le leadership et, je dirais, l'expertise. Mais il y a moins de prégnance. Voilà, l'aspect sectoriel est moins prédominant. Alors, modulo tout de même, quelques secteurs. L'automobile, bon, dans l'automobile, effectivement, si vous n'avez pas fait 25 ans d'automobile et que vous ne connaissez pas les 5 axes par cœur, bon, vous êtes assez illégitime. Bon. Mais, par exemple, moi, j'ai travaillé, fait beaucoup de missions dans un groupe, par exemple, de l'agroalimentaire. Et effectivement, le président me disait « Trouve-moi des mecs spécialistes de l'agro, etc. » Bon, et puis finalement, à chaque fois, j'ai fait des shortlists assez diversifiés, parce qu'on fait en sorte quand même de jamais proposer des clones. On ne va pas prendre 2 profils, un blond, un brun. Et à chaque fois, j'ai proposé un mec qui venait de l'auto ou d'un autre secteur que l'agro. Résultat des courses, c'est celui qui ne venait pas de l'agro qui était sélectionné. Parce que le client, et pour moi, il y a 2 beautés dans ce métier, c'est qu'on se fout des diplômes. Vous ayez fait HEC, SEC, Mines de Paris, ça n'a aucun intérêt. Enfin, ce n'est pas ça, c'est qu'on paye l'expérience. Et vous voyez, dès que je disais la semaine dernière un manager qui a fait un BTS, puis après, qui a fait une école d'ingénieur 10 ans après, et quand il s'est présenté, il a omis de me dire qu'il avait fait un BTS. J'ai beaucoup plus d'admiration pour un mec qui a fait un BTS et qui fait sa formation continue après et qui finit directeur d'usine, qu'un mec qui sort des mines et qui est directeur d'usine. Je ne dis pas que celui qui sort des mines n'a pas de mérite, mais enfin, en tout cas, l'autre, assurément, donc le diplôme, on s'en fout. Et l'âge, vous l'avez vu, on s'en fout aussi, ce n'est pas un sujet. Au contraire, je dirais, moi, parfois, je dis au manager, sortez-moi l'âge en entretien dès le démarrage. Et vous avez 58 ans, et ces 58 ans, vous avez 38 ans d'expérience à vendre. Donc, c'est important. Et puis, la prégnance sectorielle, elle est plus faible. Voilà. Et c'est vrai que, pourquoi? Parce que le client accepte, du fait de la flexibilité, du fait du surdimensionnement du manager, dont on n'a pas parlé, mais qui est constitutionnel de ce métier, le client accepte plus facilement de s'ouvrir et de succomber à la tentation de la diversité. Alors que quand vous regardez en recrutement, tous les cabinets de chasse, tous les grands patrons disent « Non mais voilà, je me rappelle du patron d'AXA qui disait « Non mais nous, on veut absolument prendre des gens très divers. » Bon, et dans les faits, forcément, on est quand même effectivement dans la limitation du risque par une certaine reproductibilité des profils. Alors qu'en transition, la souplesse, la réactivité fait qu'on accepte plus facilement d'oser prendre quelqu'un qui ne vient pas du secteur. Un œil neuf aussi. Et un œil neuf, voilà. Alors, et après, non, et peut-être pour limiter le risque par rapport au primo-accédant, par rapport à ce que vous disiez, Christophe, le primo-accédant, ok, il peut peut-être avoir une bonne tête, ok, mais après, on va prendre des références professionnelles. Et on donne rarement comme référent professionnel, souvent je suis assez provocateur en disant « Donnez-moi des noms de gens qui vont dire tout le mal qu'ils pensent de vous ». Bien évidemment, c'est rarement cela qu'on cite. Mais néanmoins, quand on mène les entretiens et quand on les recoupe, ça met quand même en exergue des points d'attention, voilà, des points de faiblesse. Et après, l'objectif, c'est surtout l'adéquation du profil par rapport à la mission. Et ça,
Vous pouvez avoir un super track record, mais pas avoir l'expertise ou le mindset qui va par rapport à ce client-là. Yves et Béatrice, je mets un lien URL sur le chat pour ceux qui nous quittent et que j'invite à me laisser leur avis sur cette première. On va encore rester ensemble, allez, 5-10 minutes. Moi, j'avais peut-être une question pour compléter ce que disait tout à l'heure Béatrice sur ce que doit faire un manager de transition, primo-accédant ou pas d'ailleurs, mais qui est en attente, on va dire. Oui, faire tout ce qui a été dit par Béatrice, mais aussi prospecter par lui-même. Il y a 40-45% du marché qui est des missions faites sur le marché directement entre les managers de transition et les entreprises. Et je trouve que c'est très formateur et très vivifiant en plus que de se frotter, et ce n'est pas facile, au contact des entreprises pour aller en quête d'opportunités. Et du coup, ma question, c'est chez Valtus, comment prospectez-vous? Est-ce que vous avez des outils pour ça? Et si oui, lesquels? Et sinon, est-ce que vous vous basez encore à l'ancienne sur les relations, les réseaux des associés? Ou est-ce que vous avez une autre façon de prospecter? Écoutez, on a plusieurs modalités de prospection. Alors déjà, on investit beaucoup sur la marque et sur le métier. On investit énormément en com. Le budget com de Valtus, c'est de l'ordre du million d'euros. C'est quand même très important. On est de plus en plus actif sur les réseaux sociaux. On organise, alors c'est vrai que ça a eu pas mal de succès et c'était l'un des canaux un peu de prédilection pendant cette période de crise sanitaire, mais on a multiplié le nombre de webinars. On a ouvert à un public de plus en plus large, donc on a fait la promotion sur les réseaux sociaux, que vous pouvez maintenant regarder en live de LinkedIn ou de YouTube. Donc voilà, ça c'est aussi des innovations qu'on a menées avec. Et là encore, toujours, enfin en tout cas, je pense que le but, c'est pas de parler de Valtus, on s'en fout. Je ne veux pas dire qu'on s'en fout, c'est pas ça le sujet. C'est d'intéresser nos clients. Là, on a fait un webinar sur le SNOP la semaine dernière, de mémoire. Voilà, donc il y a ça. Après, ça reste quand même un métier de réseau et que la valeur ajoutée qui est la mienne et celle de mes collègues, c'est de connaître le maximum de gens sur la place de Paris. Et voilà, et ça, c'est de l'investissement temps. Mais je pense que si vous arrivez à ce métier avec zéro réseau en arrivant, ce n'est pas comme ça que vous allez prospérer. Donc, voilà, il faut quand même… Je pense que quand je parle… Chez Valtus, on est 15, on est très, très différents. Je crois que ce qui nous réunit tous, c'est cette appétence, ce goût que l'on a pour la relation à l'autre. La relation au client, la relation au manager. Et heureusement qu'on l'a, parce que du matin au soir, c'est notre pain quotidien. Et je ne raconterai pas je ne serai pas hérétique en disant qu'il y a des clients qui sont super sympas, des clients qui sont copains, qui deviennent des copains, des clients qui sont plus compliqués et des clients qui sont très compliqués. Bon, voilà. Donc, il faut avoir une bonne résilience par rapport à ça. Mais voilà, on a aussi des offres, on a des offres spécifiques. Et puis, voilà, pour être très honnête, ce qu'on appelle les appels entrants, c'est-à-dire le flux qui arrive comme ça, un peu par hasard, déjà, il n'est pas très important et c'est rarement le plus qualifié. Ce qui est très important pour nous, c'est le taux de transformation. Parce qu'on peut très vite y aller avec des lunettes roses et à la première expression du besoin client, s'enthousiasmer de manière un peu candide et naïve, faire travailler Béatrice et leurs collègues, cramer du gaz pour arriver et faire en sorte que ça fasse pchit, quoi. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de qualifier énormément le besoin. Et moi, j'en suis presque à demander aux clients pourquoi il en est à cette extrémité de recourir à nos services, quoi. Moi, j'en ai un peu plutôt la Sainte Rita des cas désespérés. Bon, bah, voilà, pourquoi vous en êtes arrivé à nous invoquer, quoi, hein. Elle est encore avec nous, Rita, là, non? Elle est partie, elle est encore là.
OK. Après, voilà, par rapport à ce que disait Christophe ou autre, il faut avoir à l'esprit que c'est le management de l'incertitude, ce métier. C'est le management de l'incertitude pour les managers comme pour nous. Et que, vous voyez, là, j'ai commencé la semaine, vous ne savez pas si déjà un client va nous faire l'honneur de nous confier un projet. Voilà. Et si oui, de quelle nature il sera. Hein. Donc, ça fait partie, je dirais, ça fait partie de l'ADN de ce métier. Et après, par rapport aux interrogations que peuvent avoir, vous pouvez avoir par rapport au contexte actuel, on est dans un métier de flux tiré, quoi. Hein. C'est pas de manière extrêmement marginale. Moi, je le fais 2 fois par an. Je vais faire un push qualitatif d'un manager auprès d'un client parce que c'est un manager avec qui j'ai déjà fait des missions, que je connais bien. Je connais bien mon client en face et je sais qu'il est susceptible d'avoir ce besoin-là. Hein. J'ai fait comme ça des missions avec un spécialiste des douanes internationales. Bon, il a traversé la rue dans la même dans la même ville en province. Bon, parce que je connaissais bien les 2 clients et que quand j'ai demandé à mon client en face s'il avait des problèmes sur l'organisation de ses douanes et son optimisation fiscale dans ses traitements douaniers, il m'a dit oui tout de suite. J'ai dit, écoutez, ça tombe bien, j'ai le bon mec, il va traverser la rue, il va venir chez vous. Parce que notre valeur ajoutée, à nous, c'est de bien connaître nos clients. Et après, on est dans le flux tiré. Voilà, c'est l'expression du besoin client qui va faire qu'on va solliciter un manager. Et voilà. Alors, il y a 3 personnes. J'ai une question, François. C'est la mienne. Elle est relative à la direction de mission. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment des cabinets qui font de la direction de mission. Et voilà, c'est vraiment un binôme, un partenariat qu'on met en face du client et du besoin, de l'enjeu. Et puis, il y a malheureusement, dans ce métier, beaucoup de gens qui ne font pas du tout de direction de mission, où le cabinet a juste un rôle de sourcing, certes, et de business développement. Donc, ils trouvent les missions, ils trouvent le candidat, mais après, le candidat est quand même très esselé. Bon, ce qui peut d'ailleurs très bien fonctionner si vous avez quelqu'un de surdimensionné. Ce n'est pas forcément le sujet, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a dans ce métier 2 approches. Une qui est, il y a un cabinet plus un candidat, et puis une autre approche qui est, il y a un candidat et puis un client. De toute façon, vous voyez, les fluorescents, je crois maintenant, il y a plus de 100 acteurs sur ce métier. Donc, tout le monde y voit une sorte d'Eldorado, un nouvel Eldorado. Et voilà, il suffit de mettre sa plaque à l'instar du recrutement en disant, voilà, j'ai pas de stock, j'ai pas de… Une aide de recrutement qui s'y sont mis récemment. Voilà. Oui, mais beaucoup en y voyant un effet d'aubaine. Mais je pense que déjà, ce n'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Ce ne sont pas les mêmes managers. Et ce n'est pas la même posture. Bon, nous, ce monitoring de mission, alors, vous dire que tous les clients soient d'un enthousiasme débridé à l'idée voilà, il y a très honnête, moi j'ai quelques clients qui me disent, écoutez, niette, bon, je ne vais pas les forcer, j'essaye, j'y vais 1 fois, 2 fois, voilà, ils veulent pas. Mais, vous voyez, j'ai eu l'un des plus beaux compliments d'un de mes gros clients la semaine dernière, client qui, sous une impulsion malheureuse, s'est laissé aller à être volage. Bon, ça peut arriver. Et finalement, il est revenu à Canossa et en me disant, vous savez, Yves, finalement, ce que j'apprécie avec vous, c'est que vous présentez peu de candidats, peu de managers, vous êtes très sélectif et qu'après, vous suivez et vous connaissez vos missions et vous suivez vos managers. Voilà. Et ça, je pense que c'est apprécié par, là pour le coup, un client qui est assez mature en transition et qui voit bien le bénéfice du monitoring de la mission. Parce que toutes les missions, très loin s'en faut, ne sont pas des longs fleuves tranquilles. Hein. Et même si on intervient finalement majoritairement, on a parlé de crise, mais en fait, on intervient majoritairement dans des contextes de croissance, hein, voire d'hypercroissance. Mais c'est souvent des missions tendues, sous stress. Et finalement, je ne veux pas dire que l'associé est un peu l'Henri Chapier, ou le punching ball, ou l'Henri Chapier du manager. Mais c'est vrai que moi, j'ai des managers qui m'ont appelé en pleurant à 7h30 du mat', qui étaient à bout de nerfs, bon, épuisés, rincés.
Bon, bah moi, je suis là pour les écouter, essayer d'intervenir aussi et d'intercéder auprès du client. Voilà, moi, j'ai une cliente qui, malheureusement, s'était laissée aller à injurier un manager de 64 ans. Je veux dire que, alors, c'est ce qu'elle faisait un peu globalement de ses effectifs, elle avait donc 30% de turnover. Bon, et quand elle s'est amusée à injurier ce manager de 64 ans, bon, il lui a dit, écoutez, voilà, je vous laisse à vos circonvolutions, et il lui a claqué la porte au nez. Bon, bon moi, j'ai essayé de temporiser un peu, et j'ai remis pour le coup un autre manager qui j'avais, ayant découvert un peu ce caractère un peu particulier, j'ai fait un casting adapté. Voilà. Mais le suivi de mission, il permet aussi voilà, d'attirer l'attention du manager ou du client sur des points qui n'ont pas été résolus, de mettre aussi en relation, ça nous arrive aussi de faire du benchmark entre clients, en disant, bah, tiens, j'ai vu ça dans telle usine, où voilà, je sais pas, vous avez un enjeu de déploiement de WMS avec du voice speaking, par exemple. Ah bah tiens, j'ai tel client qui fait ça, allez donc le voir. Moi, ça m'arrive de mettre des clients en relation entre eux, par exemple. Mais ça, je pense qu'effectivement, c'est la valeur ajoutée, parce que vous parliez de tarif tout à l'heure, c'est comme tout. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une marge de 10%, bon, ben voilà, vous ne pouvez pas avoir le service de monitoring de mission. Les amis, il est 20 h. On a débordé l'heure et quart que j'avais promise au départ. S'il y a une dernière question, on va la prendre. Il y a quelques personnes dans le chat, 3-4, qui indiquaient avoir laissé leur CV sur la base de Valtus et ne pas avoir été contactés depuis ce temps-là. Je les invite peut-être, on ne va pas traiter leur cas là évidemment, mais à mettre un petit mail à Béatrice ou oui, en se référant à la soirée de ce soir pour peut-être revoir ensemble rapidement le CV, les compétences, les profils, les enjeux que les personnes savent traiter, savoir si elles sont bien en ligne avec ce qui est souhaité en ce moment. Une dernière question. Vous pouvez leur donner mon adresse mail. C'est sûr que dans les entretiens que nous menons ou visio, voilà, nous privilégions a priori chacune dans sa dominante parce que chaque consultante lit tous les CV qui arrivent tous les jours. Hein, c'est pas de l'IA ou des bots qui vont déterminer quels sont les CV qu'on doit voir ou pas. On ne voit pas tout le monde et on privilégie les profils qui ont, comment dirais-je, qui correspondent un petit peu aux historiques de mission ou ce que nous sentons du marché. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas reçu chez Valtus, ce n'est pas parce que vous n'avez juste que déposé votre CV, qui n'est pas d'ailleurs complété quand nous le lisons, même si on ne vous rencontre pas. Et ce n'est pas parce que vous avez mis que votre CV, que vous n'avez pas été rencontré, que vous ne serez pas appelé pour une mission de transition. Voilà. Maintenant, je verrai pour ceux qui m'envoient leur profil, ce que je les retransmettrai aux consultantes qui sont en charge de la dominante. Parce qu'il faut bien, enfin, nos plus gros assets, ce sont nos managers. Donc, quand je voyais tout à l'heure la note de 3,8 sur 5, bon, je ne vais pas dire ça montre qu'il y a du progrès, mais ce n'est pas très réjouissant non plus. Donc, nous, on a nos clients, nos managers. Moi, je peux faire le pitch le plus brillant chez le client. Si je n'ai pas le manager en face, je suis le roi nu. Donc, il y a vraiment une interdépendance cruciale entre managers et voilà. Donc, on ne fait pas tous ces efforts de com, ces investissements de com pour attirer des managers qui tombent dans les limbes de notre système d'information. D'autant que les managers peuvent être potentiellement des clients demain. Oui, mais il y a même des managers. Alors, un, c'est vrai. Deux, on a même des managers qui, lorsqu'ils sont en mission, sont des clients. Voilà. Et effectivement, je pense que c'est ça la beauté de ces métiers-ci. C'est qu'il y a une très grande porosité entre les managers et les clients. Et donc, on se doit d'avoir le même respect, la même attention pour les managers ou les clients. Parce qu'il y a des managers qui peuvent devenir clients en mission ou qui, après, succombent à la tentation d'un CDI et repartent et peuvent devenir des clients ou des prescripteurs. De même qu'on a des clients qui deviennent managers. Hein. Voilà, donc, mais je pense que c'est ça qui participe aussi, en tout cas, moi, de l'enthousiasme, de l'intérêt que j'ai à ce métier. C'est voilà,
Moi, j'ai un de mes anciens présidents que j'adore, qui est devenu un de mes premiers clients. Puis après, il s'est retrouvé sorti de son poste de directeur général. Et finalement, via Valtus, il a retrouvé un superbe job. Et c'était à 59 ans. Et on lui dit, bah, tiens, finalement, alors que ça devait être une mission, le président du groupe lui dit, bah, attendez, Marc, une mission de 6 ans, ça vous va? Et paf, le voilà reparti pour un CDI dans un grand groupe. Bon, et là, il est redevenu client. Parce que, mais voilà, donc il y a… et donc, la qualité de l'expérience manager, elle est tout aussi importante que la qualité de l'expérience client. Écoutez, on va peut-être arrêter là, si vous le voulez bien. Ça fait 1h30 qu'on est ensemble et je trouve que l'échange a été de grande qualité. Je vous laisse à tous, je viens de le remettre, un URL, l'URL dans le chat pour pouvoir mettre, c'est un sondage Rôti Express. Rôti ne veut, oui, c'est l'heure d'ailleurs du rôti, vous allez me dire, mais j'espère qu'on ne va pas se faire trop rôtir, hein, parce que… ROTI, ça veut dire Return on Time Invested. Pour que vous indiquiez dans ce sondage ce que vous avez apprécié et si le temps que vous avez passé là ensemble vous a paru profitable et quel progrès on peut encore faire pour la fois prochaine. La fois prochaine, je le disais, ce sera dans 3 semaines, lundi 29 avec Grégoire Cabri-Wilzer de Nîmes Europe, et d'autres vont suivre dans les semaines qui vont suivre. L'objet, c'est bien de faire rencontrer aux managers de transition les différents acteurs de ce marché. Voilà, je voulais aussi vous dire que le Cercle, c'est un site de service pour managers, vous l'avez vu. Ce sera bientôt aussi un site qui proposera de l'accompagnement, parce qu'aussi bien les primo-accédants que les managers juniors, je ne parle pas peut-être de ceux qui ont 6-10 missions, mais j'ai remarqué que beaucoup de ces personnes avaient besoin d'accompagnement et je vais construire un programme en ce sens qui va sortir bientôt, donc sachez-le. Voilà, et je voulais terminer surtout par vous remercier. Nous étions 96-97 ce soir, à 3 points des 100. Et surtout remercier nos intervenants, Béatrice, grand merci, et Yves, bien sûr, dont le nom s'écrit non pas avec un AI, hein, comme l'inspecteur Maigret, mais MEGRET. Grand merci pour vos interventions de qualité. Et peut-être d'ailleurs, Yves, le dernier mot sera pour toi, pour le mot de la fin. Oui, il y avait déjà un grand… Moi, j'adore répondre à des questions qu'on ne m'a pas posées. Donc, il y en a une qui n'a pas été posée. C'est est-ce qu'on se fait embaucher à l'issue d'une mission? Moins de 10%. Ah oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du management de transition pour être embauché en CDI. Voilà. Mais en tout cas, un immense merci. Merci à toi, François, pour cette invitation, pour nous avoir permis d'essuyer les plâtres avec plaisir, Béatrice et moi. Et puis, voilà, ne devriez-vous ne retenir qu'une chose, c'est que, c'est tout à l'heure, vous êtes notre plus gros asset. Donc, soyez les bienvenus, n'hésitez pas, retapez à la porte si vous avez considéré ne pas avoir été entendu, parce que nous avons besoin de vous. Et si on a passé du temps avec vous ce soir, ce n'est pas par obligation, c'est par plaisir et parce que c'est demain qu'on fera des succès ensemble et qu'on gagnera et qu'on œuvrera ensemble à l'évolution de ce métier. Merci Yves. Merci à tous. Merci Béatrice. Bonne soirée. À bientôt tout le monde. Bye. Au revoir, merci. Bonsoir. Merci bien. Bonsoir François. Bonsoir à tous. Merci à toi. Hein. À bientôt. Bon, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bye. Bonsoir. Soyez au rendez-vous le 29, hein, dans 3 semaines. À notre face au agenda. Hein. Merci François. Salut. Merci beaucoup, merci François. Merci François, c'était super. Super, Merci bien. super. Merci beaucoup, bonsoir.